On pourrait penser qu'elle se situerait à Saint-Nazaire ou à Toulon. Une entreprise qui produit des catamarans et qui se situe à Soumagne, c'est un peu surréaliste. Quoique, Aérofleet travaille aussi pour l'aéronautique ou construit des coupoles pour des observatoires au Chili. Bref, un fleuron de notre technologie, créé par un mathématicien doué, Raphaël van Vledorp. Il nous accueille aujourd'hui sur son bateau laboratoire au large de Zeebrugge. Une formidable réussite qui n'a pas fait tourner la tête à notre invité. Raphaël van Vledorp, bonjour. Bonjour. Alors j'ai envie de vous dire bienvenue dans l'album, mais c'est plutôt vous qui nous invitez et qui nous recevez dans un lieu tout à fait inhabituel. Je crois qu'en 15 ans d'existence, c'est la première fois que l'album est enregistré sur un bateau. Nous sommes sur le Sea Sun. C'est un bateau qui vous appartient. C'est un bateau, si j'ai bien compris, laboratoire de la société Aérofleet. Que vous dirigez, que vous avez créé et dont on va un peu raconter l'histoire aujourd'hui dans cet album. Peut-être un mot sur ce bateau d'abord. Eh bien, c'est un bateau open qui fait les 15 mètres de long, 7,50 mètres de large. C'est un bateau qui est essentiellement fabriqué en époxy avec de la résine. Et alors le reste, c'est du carbone, fibre de verre et mousse Rex, c'est-à-dire une mousse PVC à cellule fermée. Donc ça permet cette technique de faire un bateau extrêmement léger et qui peut permettre, d'enregistrer beaucoup de données qui nous sont favorables pour la construction de nos bateaux. Alors, votre société, c'est un peu l'exemple de ce que la Wallonie est en train de devenir ou peut devenir. C'est, je crois, un message très encourageant et très positif de montrer qu'une société de haute technologie se développe dans notre région, c'est à Soumagne, à Givet aussi en France, on en parlera. Alors c'est quand même étonnant, d'abord on verra toutes vos activités, elles sont nombreuses, mais se dire qu'à Soumagne on crée des catamarans, c'est un peu comme si on disait, je sais pas moi, qu'il y a une fabrique de fusées à Puy-Planche-au-Lac ou à Trifouilly-les-Oies, c'est un peu ça, on dira en tout cas par rapport à l'activité, au cœur de la province de Liège, au milieu de nulle part par rapport à une telle activité. C'est ça, mais c'est pour ça qu'on doit fonctionner sur deux sites. En réalité, on fonctionne à Soumagne pour les pièces à, haute performance, et parce qu'on a les installations adéquates, et on fonctionne à Givet sur des installations propres pour assembler les pièces, les grandes pièces, vu que je dois être au bord de l'eau. Et là, à Givet, je suis au bord de la Meuse. Alors, petit retour en arrière. On va commencer cet album par vos passions et par des photos que vous avez choisies pour montrer la première passion. Elle est autour de nous, c'est la mer. Elle est née comment cette passion et quand? Je dirais cette passion, j'ai plusieurs passions. En réalité, j'ai la passion de la nature. Donc tout ce qui est mer, montagne et ainsi de suite, j'ai vraiment beaucoup de plaisir et c'est à ce moment-là que je me sens le mieux. Donc au milieu de la mer, au milieu de la montagne. Et je dirais, je trouve que la nature est tellement belle que c'est vraiment un plaisir. On déguste quotidiennement la beauté de la nature. Alors, on voit que vous êtes aussi un marin passionné. Alors, construire des bateaux, c'est une chose, être marin, c'en est une autre. C'est né quand, cette passion, justement? Vous avez mis le pied sur un bateau à quel moment? J'ai commencé toujours, j'habitais Chaufontaine. Et à Chaufontaine, il y a la Vesse, comme vous savez. Bien sûr, oui. Et à ce moment-là, je voulais aller sur la Vesse. En catamaran, ça veut dire difficile. Mais de fait, j'avais déjà compris le principe du catamaran et j'ai assemblé des bidons et des bois et j'ai fait un radeau et j'ai descendu ainsi la Veste. C'est le début de mes passions. D'accord, donc ça démarre vraiment très tôt. Jeune. Alors ici, la deuxième photo, c'est une photo de la montagne. Vous évoquez la montagne. Oui, sous quelle forme la montagne? Je dirais, elle est aussi belle en hiver qu'en été. On peut en profiter au deux moments. Ici, c'est les Dents du Midi. C'est en Suisse. Je vais dire, on peut partir ainsi faire des balades, en famille. Et je vais dire, on est chaque fois émerveillé de la découverte de chaque coin qu'on passe. D'accord. Est-ce que vous avez appris des choses qui viennent justement de l'univers de la montagne que vous avez appliquées ou que vous avez insufflées dans On a appris deux choses. J'ai appris une chose essentielle, c'est d'être très humble et on est très petit. Et quand on est vis-à-vis de la mer et vis-à-vis de la montagne, on doit être très humble parce que les forces de la nature sont énormes. Que ce soit en montagne ou que ce soit en mer, quand on voit que ça se déchaîne,
il faut être très humble et ça permet à se contrôler soi-même. Ça veut dire aussi une formidable capacité d'adaptation alors. Oui, et je pense aussi que c'est vraiment je dirais, une école de vie, justement, de voir les forces de la nature, d'être humble et d'essayer de gérer ça d'une façon intelligente. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé, que je me suis tourné vers la recherche pour justement mettre des produits au point, pour justement agir intelligemment vis-à-vis de les forces de la nature. Beaucoup d'observations aussi? Beaucoup d'observations et je crois, j'observe d'abord et tout ce qui se passe, donc je recherche d'abord comment c'est fait et quand j'ai compris, je me dis comment je pourrais améliorer la chose. Et à ce moment-là, j'essaye de développer ce que je pense qui est vrai. Quand je vois le sourire que vous avez quand vous parlez de ces activités, il y a aussi un aspect jeu dedans, ludique. Oui, ludique, parce que tout compte fait, je pense qu'on a tendance de souligner le travail comme quelque chose de pénible. Je pense qu'on devrait faire attention et de se dire, tiens, le lundi matin, je me lève, mais je suis aussi heureux que le vendredi soir. Donc, je pense qu'on doit essayer, avec ces différents moyens et avec ces différentes possibilités, de s'orienter vers, je dirais, le plaisir de travailler. Le travail n'est pas pénible si on le fait avec cœur et avec sérieux. Alors dans votre métier, dans votre activité, quelles sont les qualités requises pour être un bon créateur et pour être un bon chef d'entreprise? Je pense qu'il ne faut pas se surestimer, il faut être très humble et faire une analyse d'abord très approfondie avant de commencer quoi que ce soit. D'accord, alors on va continuer avec cette troisième photo. Oui, c'est toujours en montagne. On aime bien les balades pédestres en montagne, en haut de montagne, donc on a vraiment du plaisir là-bas. C'est avec mon épouse. C'est tout? C'est tout. Et c'est à quel endroit? Et vous voyez, c'est en Suisse. C'est aussi tout près de Val-d'Illier. Et ici, c'est un lac en montagne. Un lac en montagne. Donc, allier la montagne et l'eau. Et l'eau, toujours. Alors ici, parcours de professeur aussi. Oui. Alors, expliquez-nous ça. Eh bien, tout compte fait, j'ai commencé mes études, et puis j'ai des études scientifiques techniques, et puis j'ai continué à l'université des études d'économie et de sociologie, économie et mathématiques. Et ensuite, je me suis tourné, parce que j'aimais bien l'enseignement, les jeunes, je me suis tourné vers l'enseignement et j'ai donné des cours. Et à la fin de ma carrière comme professeur, j'ai créé le premier catamaran belge, Formule 28, avec mes étudiants et les professeurs. D'accord. Alors, c'est intéressant cette formation, parce qu'elle a quand même deux aspects. Donc, la mathématique, sciences exactes, la sociologie, sciences de l'humain. Oui. Vous êtes au carrefour entre les deux. C'est rare, ça, non? Non, justement, je crois qu'on a tendance trop à cloisonner. Et je pense que c'est plutôt plus intéressant d'aborder plusieurs disciplines et de faire les liaisons entre les différentes disciplines. Parce que chaque discipline peut apporter beaucoup à l'autre discipline. Okay, justement, qu'est-ce qu'elle s'apporte réciproquement? Parce que si vous voulez, par exemple, vous êtes en train, je parle de se dire on devrait faire absolument cette pièce-là, on vous l'a calculée, c'est possible, de la faire techniquement, mais tout compte fait, au point de vue économique, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle coûterait beaucoup trop cher, elle ne serait pas rentable et ainsi de suite. Donc à un moment donné, vous mesurez les différents impacts et puis ce produit, il va être distribué, quel impact va-t-il avoir sur le marché? Donc je crois qu'on doit avoir, je ne dirais pas être spécialiste, mais avoir quand même une formation suffisante pour apprécier les différents domaines. Et au-delà de l'impact que ça peut avoir sur le marché, c'est aussi la réflexion, c'est aux sociologues que je parle, sur l'impact que ça peut avoir sur l'évolution de la société. On est quand même dans le domaine des hautes technologies ici. C'est ça. Et justement, ici on en parlera probablement plus tard, le bateau électrosolaire, c'est justement se dire à un moment donné, on peut peut-être vivre autrement et agir autrement. Et on n'est pas toujours obligé de répéter ce qu'on a fait précédemment. On peut se dire, tiens, à cette époque c'était exact, maintenant ce n'est plus exact. Il faudrait peut-être se tourner à d'autres technologies. Donc, c'est très intéressant de mesurer ces impacts pour présenter le produit à la bonne époque. Alors, je reviens peut-être à l'expérience personnelle. Quand vous êtes sur ce bateau tout seul, au milieu de la mer,
c'est aussi peut-être un lieu propice à la réflexion par C'est rapport à ça. ces grands enjeux. Oui, parce qu'on ne fait que d'observer. On est en train de réfléchir et on se dit, tiens, il ne rentre pas bien dans la vague, il rentre très bien dans la vague. On peut... Donc, et ça vous donne en plus la paix intérieure. C'est ça. Alors, l'aventure Aerofleet. Comment est né Aerofleet? Quand est née votre société? Ça a Donc, commencé comment en fait? Je dirais, eh bien, tout à l'heure on parlait du projet du premier bateau, je dirais catamaran, que j'ai réalisé avec nos étudiants et les professeurs. Nous autres, à partir de là, je me suis dit, tiens, on enseigne, on a de fait appris certaines techniques, on a appris certains principes et on enseigne, mais tout compte fait, on ne les a pas nécessairement vécus. Donc je me suis dit, c'est quand même plus intéressant de pouvoir le vivre et de se dire, tiens, est-ce que je sais bien, j'enseigne certaines techniques et se dire maintenant, est-ce que je sais bien les appliquer, et ainsi de suite, et pas simplement au niveau théorique. Alors je me suis dit, ben, le mieux à faire, c'est de faire soi-même. Donc je suis commencé avec rien du tout, je n'avais pas un client, et j'ai commencé tout doucement à réfléchir comment je pouvais faire et ce que je pouvais faire. Et alors j'ai créé la société Aerofleet avec mon fils, qui est l'administrateur délégué et qui va continuer la société. Alors, ça a été quoi les contraintes du départ? Parce que créer une société, c'est déjà difficile, même si c'est vraiment utile et intéressant pour le développement de l'économie, ça présente certaines contraintes. Ça a été quoi le cheminement pour vous? Bien, le cheminement que j'ai Surtout dans un tel domaine, en un plus. tel domaine, oui, c'était pas du tout évident parce que, vous savez, c'est le problème des capitaux. Et si vous vous adressez aux banques, c'est le problème de garantie. Oui. Qui dit garantie, ils veulent trouver quelque chose. Donc, que ce soit la maison privée et ainsi de suite, ils vous hypothèquent tout. Pourquoi? Pour avoir leur garantie retrouvée. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se tromper. Au niveau privé, ce n'est pas évident de monter une société à l'heure actuelle avec les contraintes qui sont imposées par le système économique actuel. Alors le regard que vous portez aussi sur l'évolution de votre société, c'est aussi le regard à un moment donné d'un enseignant. J'ai l'impression que vous êtes souvent au carrefour de toute une série de disciplines. Un enseignant qui crée son entreprise, c'est aussi très intéressant parce que vous avez les deux regards, vous. Oui. Et on dit souvent ces deux mondes ne se côtoient pas suffisamment. Vous en pensez quoi? Je crois qu'il y a du vrai. Maintenant, je crois quand même qu'il y a beaucoup de stages maintenant qu'on développe. Ça facilite aussi, je dirais, cette connexion. Les universités sont quand même plus maintenant ouvertes au monde extérieur. Maintenant, il y a quand même des spin-offs et ainsi de suite. Donc, je crois qu'on va dans le bon. On s'oriente vers le bon. Mais au départ, de fait, c'était fort cloisonné. D'accord. Alors, première photo d'une première réalisation d'Aerofleet. Alors, qu'est-ce que c'est? On est au Chili, là? Oui, dans le désert du Chili, on est le fameux télescope, le VLT, qu'on a réalisé, nous autres les coupoles, et Amos a réalisé le miroir. Donc, pour nous, c'était un projet assez complexe. Pourquoi? Parce qu'on a des vents qui vont jusqu'à 250 km/h, des variations de température jour et nuit de 50 degrés, et on est à 2500 mètres. Donc, ça veut dire que tous les problèmes de dilatation, tous les problèmes pour que ça s'emboîte correctement, que ce soit climatisé à l'intérieur et ainsi de suite, c'était quand même beaucoup de choses difficiles à gérer, mais en fait, c'est installé, ça fonctionne très bien. Alors, comment une société liégeoise se retrouve-t-elle au Chili? On est parti des catamarans, on est ici dans le monde de l'exploration de l'astronomie. Il est arrivé comment ce marché pour vous? Il est arrivé, je vais dire, on a contacté, je dirais, on a été contacté par la société Amos qui avait ce miroir, mais qui ne gérait pas les composites. Et alors, on s'est dit, tiens, peut-être ensemble, on peut faire quelque chose. Et moi, j'ai pris la partie composite. Ah, vous en parlez de manière très tranquille, très sereine, mais enfin, ça doit être quand même des moments d'angoisse. Quand on se lance dans de tels projets, j'imagine qu'on ne dort pas toutes les nuits très bien. Non, j'ai vraiment la chance, je sais bien mes activités. Et de fait, quand j'ai fini une activité, je passe à une autre, mais c'est fermé, le livre est fermé, je passe à un autre livre. D'accord. Oui. Je n'ai pas de problème de ce côté-là. Parce que et je dors toujours aussi bien. Vous donnez cette impression de facilité par rapport à des choses extrêmement complexes et difficiles. Oui. Alors ici, c'est... Eh bien, c'est justement mon fils
et moi devant la coupole qui est en construction à Soumagne. Alors les différents composants sont faits ici et puis alors l'ensemble est monté là-bas, c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, ça a été, nous dirons, pré-monté à Soumagne et pré-monté chez Amos, et puis après ça a été expédié au Chili. Ah, vous aviez certainement à l'époque des concurrents. Qu'est-ce qui a fait que c'était vous qui emportiez le marché? En quoi avez-vous été les meilleurs? J'ai difficile à répondre parce que tout compte fait, je n'ai pas... Vous n'avez pas eu les autres projets? Non, je n'ai pas eu de contact, je dirais, avec la concurrence et je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi. C'est ça, d'accord. Mais alors, je pense qu'ils n'ont pas été déçus. On imagine. Alors, autre domaine, l'aéronautique. Oui. On sait qu'aujourd'hui, la Belgique est un des pays à la pointe, on ne le dit pas suffisamment. Oui, hein. Et comment? Et c'est quand même formidable, je dirais. Et ici, c'est avec Texpace, le groupe Safran, qu'on a mis les nozzles pour l'Airbus A380 et on a fait tous les prototypes. C'est quoi un nozzle? Parce que je ne sais pas du tout. Eh bien, c'est pour optimaliser les flux d'air dans le moteur Pratt & Whitney. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a réalisé. Vous voyez ici sur les photos les études qui ont été réalisées pour optimaliser les efforts dans la pièce, qui est toute carbone. Alors, quelles sont justement les étapes importantes d'un projet de ce type? C'est d'abord d'étudier, je dirais, avec les personnes compétentes, tout ce que ça implique, de faire un cahier de charges bien détaillé, de voir un peu tous les produits qui existent qu'on pourrait utiliser, et puis de faire des échantillons, les tester, et puis quand on est à même, de pouvoir réaliser les moules, et quand on a fait les moules, de réaliser les pièces. D'accord, donc toute une série d'étapes très structurées. Qu'est-ce qui fait que la Belgique est un pays à la pointe en aéronautique aujourd'hui? C'est parce qu'on a quand même des compétences. Le groupe Safran, il y en a beaucoup en aéronautique. Et heureusement, je dirais, ça fait du bien à notre économie. C'est ça. Donc ce sont les compétences. Les compétences. Elles viennent de loin? Elles viennent de loin, oui. Je pense que faut se dire, on est un quand pays même... d'ingénieurs aussi? Oui, un pays d'ingénieurs. Il faut se dire quand même, on a peut-être gaspillé certaines choses, certains efforts que nos grands-parents avaient faits. On a quand même, il faut savoir quand même, la Belgique a tenu toujours le haut du pavé en aéronautique et au niveau spatial. Enfin. Donc, je crois que, et même dans l'industrie, il faut se dire quand même une centaine d'années, on était quand même la deuxième ou la troisième puissance au niveau industriel. Donc, quand même, c'est dommage qu'il ne reste pas plus. Non, mais ça vient, en tout cas, ces compétences, ça vient aussi de se passer là, et c'est important de le souligner. Alors, nous voici à nouveau sur la mer. Alors, c'est quoi cette photo? Et là, eh bien, c'est le plus grand bateau que j'ai pu réaliser à Soumagne. C'est un transocéanique à 2 mâts, un ketch. Il fait 20 mètres de long, il fait 30 tonnes. Donc, pour l'instant, il navigue toujours. Il y a une vingtaine d'années qu'il a été réalisé. Vous l'avez fait entièrement? Oui, entièrement. Comment est né ce projet? Si vous voulez, tous les projets que l'on a, c'est des commandes, parce que je n'ai pas les moyens de pouvoir financer des projets si je n'ai pas des commandes. Donc, c'est un client qui m'a demandé pour faire du charter. Donc, il est parti, il part aux Antilles, puis ce bateau navigue en été en Méditerranée. C'est ça. Pour du charter. Et à nouveau, même question, vous avez travaillé comment sur ce projet? Toujours il faut partir de rien ou vous... Je vais dire, le client me donne ses aspirations et j'essaie justement à ce moment-là de réaliser. J'étudie le projet, s'il est faisable, et s'il est faisable, eh bien, on passe commande et alors on réalise le projet. D'accord. Alors, cette photo? Ça, c'est un trimaran que j'ai fabriqué qui est un Trimax. Et ça, c'est un bateau rapide. C'est encore aussi un multicoque. Ça, c'est des produits chaque fois pour des commandes bien spécifiques. C'est vrai qu'on parle depuis le début de cette émission de trimaran. On a tous, nous qui sommes profanes, une idée de ce que ça peut être, mais comment définir un trimaran? C'est quoi pour un bateau et c'est quoi les différences par rapport à d'autres bateaux? Bien, si vous voulez, la base de sustentation est donnée par la largeur du bateau. Qu'un monocoque est donné par le poids que vous mettez au fond de la coque, par le lest que vous mettez. Parce que quand vous mettez un mât, il faut bien, je dirais, maintenir le bateau à l'horizontale. Donc, il faut
soit on travaille avec un less et on a un monocoque, soit on travaille avec la largeur et on a une base de sustentation beaucoup plus importante. Et à ce moment-là, on ne doit pas mettre de less. Ça veut dire qu'un multicoque devient plus léger. S'il est plus léger, il devient plus performant, il peut se déplacer plus rapidement. Et on n'est pas en train de balader des tonnes de lest pour maintenir le bateau droit. D'accord. C'est un marché important, le marché du catamaran? Le marché du catamaran, pour l'instant, il est porteur. Oui. Et je dirais que c'est le seul marché qui est en évolution par rapport au monocoque. D'accord. Dans le Nautis, d'ailleurs, la foire de La Rochelle nous démontre ils ont axé sur les multicoques maintenant. OK. Et on exporte dans le monde entier? On exporte dans le monde entier et de fait, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir, quand on fait le tour du monde, d'avoir un multicoque parce qu'on fait des traversées plus rapides. Et puis quand on arrive à l'étranger, on sait, je dirais, vu qu'il n'y a pas comme en Belgique et en Europe des ports, on sait se mettre au mouillage avec un certain confort parce qu'on a cette base de sustentation plus grande. D'accord. Ce bateau, par exemple, nous ici, on est évidemment sur le pont, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve bien entendu toute la partie technique et puis on retrouve les couchettes, le carré et ainsi de suite. Donc en réalité, c'est très viable, on a tout le confort d'une habitation. Ou combien de personnes? Généralement, c'est 6 à 8 personnes. 6 à 8 personnes. Parfois, vous partez seul? Oui, on part, oui. C'est ça. La difficulté, c'est quand on est en mer, on n'a pas de difficulté, c'est quand on doit faire les manœuvres au port. Pourquoi? Parce que le catamaran est très large et les ports en Europe ne sont pas vraiment adaptés pour la largeur des bateaux. Ah oui, okay. Donc, on n'a pas toujours facile. D'accord. Alors, une autre photo ici. Ah oui, eh bien, c'est encore une demande spécifique. C'est pour les mesures hydrographiques pour installer les câbles pour les éoliennes en mer du Nord. D'accord. Voilà encore, c'est truffé d'ordinateurs et on a mis ça au point et de fait, ça donne entièrement satisfaction. Ah, ça c'est un bateau moteur et c'est un bateau, je dirais, où on a eu le prix de la Fondation Roi-Baudouin et vous pouvez remarquer, ici ce bateau est encore, on dirait c'est un bateau moteur ordinaire, ben non. Vous voyez, la coque est en aile de mouette pour augmenter sa stabilité. Il a un franc-bord très important, ça me permet d'avoir ici un petit carré devant, donc on a la vue sur la mer et alors on a une couchette et je dirais un bain de soleil à l'arrière. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une couchette normale, qu'autrement on les met devant, mais on se tape les pieds, je dirais. Puis ici, on a justement une couchette arrière et on a un bain de soleil et on a la vue de la mer devant nous, ce qui est beaucoup plus confortable et agréable. Certains de vos bateaux sont des bateaux importants. On les transporte comment vers leur lieu de mouillage? Mais c'est pour ça que je dois les construire au bord de la Meuse, les assembler, parce qu'autrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et voici alors le fameux bateau électrosolaire qui est parti maintenant. Et ce bateau est venu ici à Zeebrugge. Et ce qui est impressionnant, il fait 8-9 tonnes. On a déplacé 8-9 tonnes sans consommer aucune énergie fossile. Donc, il est équipé de panneaux solaires. Il est équipé également des hydrogénérateurs, des éoliennes et un mât avec des voiles d'avant. Donc, c'est ça. Donc, voile ou bien alors les énergies renouvelables qui fournissent l'énergie pour le moteur, l'électricité moteur. C'est ça. Et le grand avantage, c'est qu'on peut naviguer ici sur toutes les latitudes. Parce que de fait, on a déjà fait des bateaux solaires, mais ils peuvent que naviguer au niveau de l'équateur à plus ou moins 15 degrés de l'équateur. Ici, on peut, avec la combinaison, le mix énergétique, on peut naviguer sur toutes les latitudes. C'est ça c'est une première mondiale. L'évolution des panneaux solaires va certainement permettre encore de belles réalisations, non? De fait, les panneaux solaires qu'on a utilisés au début, j'ai renvoyé les premiers panneaux solaires pour quand la technique évoluait et j'ai eu d'autres panneaux plus performants et ici dans le futur, on travaille également de nouveaux panneaux solaires comme également les nouvelles batteries. Donc on peut alléger le bateau
et mettre plus d'énergie dedans. Donc c'est super. D'accord. Alors, cette photo. Oui, là c'est un bateau un peu futuriste, mais il est déjà en voie de construction et en voie d'achèvement. Donc on a pu travailler un peu plus le design. Et alors on va essayer d'utiliser certains panneaux solaires qu'on peut utiliser à mettre verticalement. Quand vous parlez du design, vous avez des designers alors qui travaillent avec vous? Oui, j'essaie de chaque fois de travailler avec les spécialistes dans le domaine et de pouvoir échanger. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut avoir une formation qu'on puisse, je dirais, multidisciplinaire pour pouvoir aborder et comprendre le langage des différentes personnes et pouvoir échanger et savoir ce qu'on veut. Qu'on ne soit pas super spécialiste, c'est une chose, mais qu'on ait au moins les informations de base nécessaires. Et vous orchestrez l'ensemble. C'est ça, voilà. Alors ici, on arrive à un autre thème, c'est celui de la famille. Oui, qui est des plus importants, parce que je vais dire, il faut que la famille suive les projets si on veut aboutir à quelque chose de beau. Ah, vous avez associé vos enfants à vos projets? J'ai associé mes enfants, donc j'ai un des fils qui travaille depuis le début avec moi. Et alors, mais c'est vrai aussi qu'il faut des exigences, hypothéquer sa maison, faire tout ça, c'est pas aussi évident dans un couple. Donc, il faut que la dame, que la femme puisse suivre. C'est ça. Donc, c'est très important. Et voici la deuxième photo, toujours de la famille. Oui, c'est mes petits-enfants. Donc, j'ai 6 petits-enfants. De futurs marins parmi eux? Oui, ils viennent déjà sur le bateau. Ils viennent sur le bateau. D'ailleurs, j'ai une petite fille, la dernière, est venue à 1 mois déjà sur le bateau. Ah oui, ok. Et ma fille était enceinte quand elle était sur le bateau. D'accord. Et voici encore une photo de... Oui, avec mes petits-enfants, c'est ça. Alors, on arrive alors à la fin de cette émission et ça nous ramène peut-être à ce bateau, c'est que vous avez des projets et que avec les contacts que vous développez, en étant dans ce milieu professionnel, vous voyez à certains moments que les bateaux ont certains besoins de nouvelles technologies et il y a certaines technologies que vous mettez en place. C'est ça, voilà. En réalité, si vous voulez, comme je vous ai dit, j'observe beaucoup tous les bateaux. J'observe tout ce qui est fait et je me dis, tiens, comment pourrait-on améliorer? C'est pour ça que j'ai créé le bateau laboratoire et en vue de développer certains produits. Ici, on a développé un tensiomètre en collaboration avec une société Power Limit pour justement mettre au point, mesurer les tensions dans le ruban. Vous savez très bien, pour que le mât tienne très bien, il faut pouvoir le maintenir correctement. Et pour le maintenir correctement, il faut pouvoir mesurer. Pour l'instant, dans beaucoup de bateaux, et ça se fait à l'œil. Ça veut dire qu'à un moment donné, on arrive à des aberrations et on arrive à des mâts qui tombent. Donc ici, maintenant, c'est un nouveau produit qu'on va pouvoir distribuer la première fois à la foire de La Rochelle le mois prochain, au mois de septembre. Testé sur ce bateau-ci? Oui, oui. Oui, d'accord. Et alors, cette autre photo? Ça aussi, c'est une boom canoë. Si vous voulez, ça permet de récolter plus facilement la voile. Et alors, j'ai équipé d'un frein de boom qui permet ainsi le passage de la voile et de la boom d'une façon tranquille, de pouvoir gérer ce passage. Parce que sur les grands bateaux, le danger, ça passe trop vite et ça peut faire du dégât. Donc la baume ici, elle est juste au-dessus de vous et si on est debout, elle peut vraiment renverser quelqu'un à la mer. C'est ça. Avec beaucoup d'accidents dans le passé. Oui, il y a eu beaucoup d'accidents et des écoles comme les Glénat et tout ça m'ont acheté, parce qu'ils ont eu des tués, et ils m'ont acheté des freins de boum. Donc c'est aussi un produit qu'on a développé et qui a fait l'objet d'un brevet. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour la suite, pour votre société? Je dirais de continuer comme je suis pour l'instant. Oui, on sent que vous êtes plein de projets. Alors, si c'était à refaire, vous me diriez évidemment oui. Et s'il y avait quelque chose à changer de l'expérience professionnelle que vous avez, s'il y avait eu quelque chose à changer avec l'expérience, qu'est-ce que vous diriez? Alors ça, je ne le referai pas de la même manière. Bien, honnêtement, je n'ai pas vraiment de regrets. Non, je crois que je referai. Je crois qu'on devrait donner peut-être aux jeunes le goût d'apprendre parce que tout compte fait, apprendre et étudier très longtemps,
vous donne une liberté de penser, une liberté d'agir, et c'est la vraie liberté. C'est ça, se former, toujours se former c'est ça. à tout moment de la vie. Et pour ainsi apprécier chaque moment de la vie. Pourquoi? Parce que vous savez comment ça fonctionne, comment ça a été fait, et ainsi de suite. Et tout compte fait, c'est le vrai plaisir. Alors maintenant, le bateau va faire demi-tour, on est au large de Zeebrugge Oui, ici, oui. hein. On va retourner au port, ça c'est l'aspect, je dirais, concret, mais c'est aussi une métaphore. Pour vous, c'est quoi retourner au port, de manière métaphorique? Oui, ben, retourner au fort, ben, c'est revenir, je dirais, après avoir connu un moment de liberté. Donc, je dirais, pour moi, j'aime mieux de quitter un port que de rentrer Que dans dire- un port, parce D'accord. qu'on retrouve les problèmes quotidiens. D'accord, ben on va retourner donc à nos problèmes quotidiens. Merci en tout cas d'avoir participé justement avec toute notre équipe ce beau moment de liberté. Merci à votre élève pilote, Christiane Derix, qui est là. Elle s'est bien comportée? Oui, S'il vous plaît elle est Parfait. formidable. Voilà, vous la gardez alors, parfait. Et bien, on referme cet album. Nous, on se retrouve d'ici quelques jours. Et puis, précisément, on va retourner vers Zeebrugge. À très bientôt.